Bonjour. Le titre du livre, moi, il m'a beaucoup interloqué et séduit parce que il dénote une grande sensibilité, en fait, cette consolation qu'apportent les défunts. Oui, Et ça fait rêver déjà. On se sent un peu comme avec le bateau, on se sent un peu partir sur les voiles d'un avenir, mhm. d'un navire radieux quelque part. Vous l'avez trouvé comment ce titre? En fait, il s'est imposé à moi, tout Oui, simplement, puisque j'ai rencontré plusieurs personnes donc, qui avaient vécu des vécus subjectifs de contact avec les défunts, oui, donc c'est-à-dire la vision d'un défunt qui apparaît voilà, un soir, qui ont entendu un défunt leur parler alors qu'ils faisaient une toute autre tâche. Donc c'est des gens qui étaient englués dans un deuil, dans une dépression qui ne passait pas malgré les semaines, malgré les années parfois. Et suite à cet événement, le deuil se fluidifie d'un coup. alors ce fluidifie, c'est-à-dire, Alors, c'est fluidifie, c'est-à-dire que bah, tout d'un coup, la dépression s'en va, tout d'un coup, on retrouve l'envie de vivre, on sait que l'autre est en vie, quelque oui, part, ailleurs, sous une autre forme, oui, qu'il continue de nous aimer, ça c'est très important, il continue de nous aimer. oui. L'amour qu'il y a entre nous ne s'est pas arrêté, et ça enlève un grand poids pour les personnes. Et c'est une certitude pour vous? Ah, c'est devenu une certitude, C'est oui. devenu une Ouais, certitude. ouais. Et ça l'était au départ, Pas quand vous spécialement. avez commencé Non, à je suis quelqu'un l'évoquer? de très rêveur, alors donc je Ouais. pensais qu'effectivement, j'ai toujours eu l'esprit un peu poète en disant, bah, peut-être qu'il y a une forme de survivance, ça serait bien, tiens, si après on pouvait se retrouver une fois qu'on est mort. Mais je n'avais pas vraiment de preuves. C'était une Mhm. croyance, j'avais foi en ça. Et puis j'ai rencontré tellement de témoignages, justement, de gens qui ont vécu ces phénomènes. Et puis des gens vraiment de manière très concrète, pas des gens farfelus, hein, des gens qui dans la vie de tous les jours ont des postes très sérieux, qui sont très sérieux, qui sont très critiques par rapport même à ce qu'ils ont vécu. Que bah, force est de constater que oui, il y a bien quelque chose qui se passe. D'accord. Et ça s'est imposé petit à petit au fur et à mesure de votre activité Oui, professionnelle. tout à fait. Au fil D'accord. des mois et des années, au fil des rencontres. D'accord. Vous faites ce travail de Alors, je psychologue. suis psychologue en soins palliatifs, oui. Donc, dans ce cadre, bah, je suis les patients. Et Oui. puis, je suis aussi beaucoup les personnes en suivi de deuil. Ça, c'est une grosse part de mon activité que j'aime beaucoup. Et c'est donc dans ce cadre de suivi de deuil que les gens, petit à petit, se sont ouverts à ça, à me dire que, bah, vous savez, monsieur Gessio, je ne sais pas si je deviens fou, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé hier soir, alors que j'allais me mettre au lit, j'ai vu mon mari au pied de mon lit. Et je vous assure, j'ai pas pris de médicaments, j'avais pas bu un coup de trop. Enfin, je l'ai vu au pied de mon lit. Est-ce que vous croyez que je deviens folle? Et c'est cet esprit un peu critique D'accord. qui montre que c'est pas forcément une hallucination, que c'est pas, en tout cas, ce n'est pas de la psychose ou quelque chose comme de cet ordre-là. Non. C'est ça, ça a été l'élément déclencheur en fait. Oui, alors vraiment l'élément déclencheur, c'est ce que je mets justement en préambule dans le livre, c'est la rencontre avec cette dame qui débarque dans mon bureau, voilà, qui ne voulait pas voir le psy, qui revient remercier l'équipe avec un bouquet de fleurs, et puis elle se met à craquer en repassant devant la chambre de son mari qui est décédé. Et donc comme elle pleure beaucoup, ben, la cadre infirmière me dit ça serait peut-être bien que vous alliez voir le psychologue. Voilà. Donc elle atterrit dans mon bureau, alors qu'elle ne voulait pas me voir du tout. Donc elle se met comme ça sur le siège, avec son sac devant elle, très fermé, parce que pour elle, psychologue est qu'elle fout. Hein. Mm. Donc j'y vais tout doucement, je commence à poser les premières questions. Qui était cet homme? Combien de temps ils ont vécu ensemble? Qu'est-ce qu'elle lui a apporté dans sa vie? Elle répond comme ça, petit à petit, à mes questions, mais sans élaborer plus que ça. J'ai tout doucement. Et puis bah, j'ai une intuition qui me vient comme ça tout d'un coup. Souvent les gens, au bout d'un an, 2 ans, ils me disent mais vous savez, j'ai le sentiment que mon deuil il est fait parce que le défunt il est là, il est en moi. Vous savez, mon papa qui est décédé, bah, il est là, il est en moi. Je ne sais pas toujours ce qu'ils mettent derrière la signification de ça, Ah, mais oui, il est là. souvent on se dit c'est peut-être le mort qu'on a en soi qui s'exprime. Voilà, peut-être. Peut-être, Effectivement. voilà. C'est... Et donc, bah, elle vient juste, ça fait 1 semaine ou 2 que son mari est décédé, donc je sais qu'elle n'en est pas là dans son deuil. Loin de là, il n'est même pas vraiment commencé. Mais ça tourne en boucle dans ma tête. Donc je lui pose la question, est-ce que votre époux, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est là, qu'il est en vous? Elle me dit oui, il n'est pas en moi, il est avec moi, et il est rentré à la maison. Alors, est-ce que vous voulez bien m'expliquer ça? Oui. Alors, on me regarde, elle pèse ses mots parce qu'elle a quand même un psychologue Ah, en le face d'elle. psychologue, attention. Hein. Elle se dit peut-être qu'il va materner à la clinique qui est à côté. Hein. Donc
Donc je dis, ben, dites-moi un petit peu plus, ça m'intéresse. Il m'a dit, vous savez, monsieur, le jour où il est décédé, je suis rentré chez moi et la maison, elle était pleine de lui. Avant, quand il était à la clinique, quand il était hospitalisé, je rentrais, c'était sombre, il n'y avait pas un bruit. Et du jour où il est mort, quand je suis rentré, il était là à côté de moi. Bon, très bien, ok. Et puis elle me regarde, voir comment je prends l'information. Elle ne plonge pas. Et elle continue, vous savez, il y a même d'autres trucs qui me sont arrivés. Un soir, j'étais devant la télévision, et puis je regardais la télévision, mais tout d'un coup, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Ah. Et alors je l'ai appelé, est-ce que c'est toi, mon chéri? Et tout d'un coup, un courant d'air est venu me caresser mon visage, comme une caresse. Il m'a dit, mais vous savez, toutes les fenêtres étaient fermées, hein. C'était pas un courant d'air qui venait de l'extérieur. D'accord, très bien. Et puis, bah, je n'avais pas d'autre choix que de l'écouter, cette dame. Enfin, c'était sa vérité. Je ne pouvais pas critiquer ce qu'elle vivait. Puis elle me dit, mais vous savez, il y a même d'autres trucs comme ça qui m'arrivent. Des fois, je bois le café dans sa tasse, dans la tasse de mon mari, puis je la pose, je sais que je la pose là sur la table, je vais faire un tour, puis le soir, quand je rentre chez moi, elle n'est plus sur la table. Elle est dans une autre pièce. Puis des fois, quand je vais dans son petit bureau, où il avait ses habitudes, ben, la veilleuse, la lumière, elle est allumée. Alors que, je peux vous dire, je suis sûr, elle était éteinte quand j'étais parti. Il me raconte comme ça plein de phénomènes qui lui arrivent. Et puis, bah, moi, j'ai pas de réponse en tant que psychologue là-dessus. Je fais que l'écouter. Et donc, c'est à partir de cette rencontre avec cette dame que je me suis mis à écouter un petit peu plus finement, un peu différemment en tout cas, les histoires comme rapportaient ces personnes dans le cadre des suivis de deuil. D'accord. C'était en quelle année ça? Bon, c'était il y a 5-6 ans à peu près. D'accord. Et puis, ben, avec cette écoute un petit peu autre, un peu alternative, ben, j'en ai entendu des histoires, beaucoup d'histoires de ce type. Oui, beaucoup. Tellement. D'autres exemples? D'autres exemples, pourriez-vous... Par exemple, c'est une de mes collègues qui perd son papa, qui perd sa maman, enfin. Donc elle va chez son papa pour tout ce qui est cérémonie, elle reste auprès de son papa justement pendant 15 jours, et puis après, au bout de 15 jours, bah, elle rentre en région parisienne. La vie reprend ses droits, Voilà. donc. Exactement. Et puis elle me dit, ben, tu sais, un soir, comme ça, je suis chez moi, je regarde la télévision, et puis tout d'un coup, je sens encore une fois un courant d'air qui passe au-dessus de mon épaule. Et elle me dit, sinon, je t'assure, hein, mon appartement, j'y habite depuis 20 ans, je le connais par cœur, c'est pas un courant d'air, toutes les fenêtres sont fermées, voilà, c'est bizarre, un courant d'air qui passe comme ça au-dessus de mon épaule. Une fois, 2 fois. Dans un sens et dans l'autre? Oui. Oui. Ça tourne. Non, oui, ça tourne, donc ça tourne. Oui. C'est pas un courant d'air, voilà. C'est pas un courant d'air, effectivement, qui va toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Ouais. Et là, pareil, elle me dit, mais il y a une intuition qui me vient, qui c'est peut-être maman. Alors, elle y croit sans trop y croire, à ces phénomènes-là. Et donc, elle appelle maman, c'est toi. Et là, tout d'un coup, une odeur puissante de savon à la lavande qui lui emplit les narines. Elle dit, tu sais pas, Simon, le savon à la lavande, c'est ce que utilisait ma maman lorsqu'elle se lavait, et toute ma vie, je l'ai connue avec cette odeur de savon à la lavande sur elle. C'était elle. C'est impressionnant. Et elle dit, mais tu sais, mon papa, il a aussi vécu des choses un peu bizarres comme ça. Il dormait, et puis il sent que quelqu'un l'appelle. Il se réveille, et qu'est-ce qu'il voit au pied de son lit? Son épouse, donc ma mère, son épouse qui est là, avec son beau-père, donc le papa de son épouse, et qui lui dit, mon chéri, je vais bien, je vais retrouver mon papa. Et de ce jour-là, son papa, qui était englué dans un deuil, qui n'arrivait pas à s'en sortir, qui était très dépressif, du jour au lendemain, il a retrouvé la joie de vivre, un mieux-être. Un mieux-être. Ouais. Donc pour le psychologue, c'est important aussi. Et oui, c'est incroyable, puisque nous, en tant que thérapeute, on a plein d'outils pour essayer d'aider ces personnes dans leur deuil, qui ne sont pas toujours très efficaces, il faut bien le dire. Et là, on est face à des phénomènes, donc des VSD, des vécus subjectifs de contact avec un défunt, qui font qu'en 24 heures, poup, ça vient lever une angoisse, ça vient lever une tristesse, une dépression. D'accord. Alors VSCD, justement. Alors, VSCD, c'est un acronyme donc pour vécu subjectif
de contact avec un défunt. Oui. Donc effectivement, ce sont tous ces phénomènes hallucinatoires. On dit, mais Oui. est-ce que ce sont vraiment Oui, des hallucinations? et ça reste neutre, en fait, puisqu'on met subjectif. Subjectif, voilà. C'est en fait, la personne qui le vit, elle-même peut dire si c'était une hallucination, ou quelque chose, un produit de son inconscient, de son cerveau, ou si c'est vraiment une manifestation extérieure. Seule elle, qui l'a vécu, peut dire si c'est vrai ou pas. Et il y en a plein qui ont vécu ce genre de phénomène et qui vont critiquer, en disant mais finalement j'étais peut-être un petit peu fatigué, finalement c'est peut-être mon cerveau qui est tellement désireux d'y croire qu'il s'est inventé ça. Vous voyez, toujours une petite critique comme ça derrière. Oui, mais elle est peut-être saine aussi, cette petite critique. Tout à fait. Oui, parce Tout à fait. qu'on essaie de ramener les Ouais. choses à ce qu'on connaît, Oui. tout en ayant toujours le doute qui vient Oui. titiller. Oui. Et c'est vrai que chez certaines personnes, il y a toujours ce doute, malgré les preuves qu'elles annoncent, il y a toujours un doute qui est là. Comme disait le frère Brune, finalement, on a des personnes qui n'ont pas envie d'y croire, finalement, malgré toutes les preuves qu'on veut bien leur apporter. Et c'est à respecter aussi. C'est-à-dire que mon travail, moi, c'est pas de vouloir les convaincre à tout prix de la réalité de ces phénomènes, c'est de laisser les aider. C'est Voilà. de les aider, oui. D'accord. D'où le titre du livre. Nous, des fins nous consolent, puisqu'effectivement, nous console. Ben voilà, quand ces phénomènes arrivent, il y a une douceur qui arrive. Et puis même dans le contact, c'est toujours quelque chose de très doux. Ce ne sont pas des contacts effrayants, comme on peut avoir avec des hallucinations, par exemple, chez des personnes qui sont psychotiques. Là, ça va être des monstres qui apparaissent, des voix qui leur parlent. Des voix qui leur parlent, des choses qui sont terribles, terribles. Là, pas du tout. Lorsque ça arrive, les personnes sont un peu décontenancées, mais elles n'ont pas peur. C'est un apaisement. C'est un apaisement. L'apaisement de l'âme, du cœur. Oui. Et quand ça arrive, ces phénomènes, ils s'en souviennent toute leur vie. Alors qu'une hallucination, quand on en a une, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça disparaît, et puis on n'arrive plus très bien à dire ce que c'était exactement. Un peu comme un rêve, en fait. Oui. Hein, quand on rêve le matin, lorsqu'on se réveille, on n'est plus trop en mesure de se rappeler de son rêve, et puis plus les heures passent, et plus on ne comprend plus non plus, et on oublie. Oui, on sait qu'on a rêvé, on se rappelle vaguement, mais il n'est plus arrivé. Ouais. Alors qu'avec un VSD, pas du tout. On s'en souvient parfaitement. Ça laisse une empreinte indélébile. D'accord. Et d'autres chercheurs, d'autres psychologues ont travaillé sur le sujet. Dans votre livre, vous parlez d'Agrès, c'est ça? Est-ce que vous pourriez développer un peu ces travaux? Alors, Daigris, c'est dans les années 70. En Angleterre, il a voulu savoir, effectivement, le nombre de personnes qui étaient hallucinées, donc le nombre de veufs ou de veuves qui étaient hallucinés suite au décès d'un conjoint. Et il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui témoignaient avoir vécu donc un VSCD, donc une hallucination du défunt dans les semaines qui suivent le décès de la personne. C'est de l'ordre de 1 sur 4, un conjoint sur 4, quand même. Oui, c'est énorme, affirme avoir été en contact avec le conjoint défunt dans les semaines qui suivent. C'est beaucoup. C'est énorme. Oui. 1 sur 4. Il a posé combien de questions à combien de personnes? Il a interrogé 300 personnes. Oui. Voilà. Et sur ces 300 personnes, il y a eu 150 personnes qui étaient capables de répondre à des questions. Voilà. Vous voyez, donc c'est même plus que effectivement 1 sur 4, c'est 1 sur 2 des conjoints. Dans son étude à lui, 1 sur 2 ont eu des phénomènes. Donc ils ont vu apparaître au pied du lit, ils ont senti une caresse qui était tout à fait la signature du conjoint. C'est-à-dire que le conjoint, de son vivant, témoignait de sa tendresse de cette manière-là, en mettant la main sur la joue à gauche, par exemple, ou en prenant l'épaule. C'est toujours un geste bien caractéristique qui vient signer, disant c'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça. D'accord. D'accord. Il en tire quelle conclusion? Il en tire la conclusion que la vie se poursuit sous une autre forme et que le lien d'amour que l'on a avec une personne continue après. Et on ne peut pas imaginer que c'est tellement subjectif que ça vienne de la personne qui s'imagine que... Ah, il faut toujours avoir ça en tête, effectivement, ça peut l'être. Mais ça vient tellement bouleverser le deuil, c'est-à-dire que ça vient tellement faire avancer le deuil d'un pas de géant que ça me semble curieux que ça soit que de simples hallucinations qui fassent ça. À la limite, c'est l'hypothèse la moins vraisemblable, en fait, si je comprends bien. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui vit ce genre de phénomène, c'est tout son être, on a la certitude. C'est pour ça que c'est subjectif, c'est presque indéfinissable. C'est que la personne qui la vit qui peut dire avec certitude que c'est bien ça. Certitude bien ancrée à l'intérieur. C'est comme si toutes les cellules de son corps disaient ça ne peut être que ça, c'est ça. D'accord. Et vous travaillez l'hypnose. Donc on ne peut pas parler pour ces gens-là d'auto-hypnose, de choses comme ça. On pourrait penser que c'est de l'auto-hypnose, sauf que lorsqu'on revient à un état de conscience ordinaire, on va dire,
on est tout à fait capable de critiquer ce qu'on a vécu. Les sensations sont différentes. Encore une fois, quand on vit des phénomènes des VSCD, c'est tout notre corps le sait. Tout notre inconscient le sait. Alors que quand on vit des phénomènes hallucinatoires en hypnose, c'est un petit peu un jeu. C'est parce qu'on accepte à un moment donné ce que le thérapeute dit qu'on va ressentir certaines choses avec plus ou moins de force. C'est très fort quand c'est un VSCD. Complètement différent. Oui, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus fort. Oui. Et est-ce qu'on peut aider à vivre ce genre de phénomène grâce à l'hypnose, par exemple? Oui, on peut. Je le fais de temps en temps avec les personnes qui sont endeuillées. C'est un exercice classique qu'on fait en hypnose. On essaye de contacter la personne, mais là, d'un point de vue plus psychologique. C'est-à-dire qu'on va se souvenir de la personne, on la fait venir à nous, et on lui dit, peut-être que vous avez des choses à dire à cette personne. Donc là, on sent bien que c'est un jeu. Là, c'est le défunt avec l'imagination. C'est le défunt qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, c'est le défunt qu'on a à l'intérieur de soi, tel qu'on l'a imaginé. On fait des questions-réponses, et la personne avec qui je travaille sait très bien, finalement, quelque part, que c'est un jeu de questions-réponses. Mais ça marche, ça a des effets positifs. Donc on le fait. Mais de temps en temps, il y a quand même des phénomènes un peu curieux qui apparaissent. Comme par exemple, la fois où j'étais avec une dame qui m'avait demandé de faire une séance d'hypnose, qui était très très angoissée, qui était elle-même en fin de vie, et elle me dit Simon, fais-moi de l'hypnose pour me calmer. Et elle me dit, avant de commencer cette séance, elle me dit, tu sais, le grand malheur de ma vie, c'est que je n'ai pas connu mon papa. Il est mort, j'avais 5 ans, et j'aurais tellement eu besoin des bras de mon papa, et là j'aimerais tellement qu'il soit là près de moi pour m'aider face à ce qui m'arrive. Encore une fois, une intuition, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais on va l'appeler votre papa, peut-être qu'il va se manifester. Elle me prend la main, elle dit, ok, on fait ça. Ok. Donc, on appelle le papa, voilà, je demande respectueusement, est-ce que voilà, monsieur veut bien venir, il a besoin sa fille a besoin de lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sens que l'atmosphère change, alors que je prononce ces paroles. C'est compliqué à mettre en mots, parce que c'est vraiment l'atmosphère qui change. Ça devient plus léger, plus... J'arrive pas à trouver le mot exact. Il y a quelque chose qui s'allège dans l'atmosphère, quelque chose comme ça. Oui. Et puis en même temps, je sens que ça picote au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Je suis surpris par ce phénomène-là, parce que ça ne m'était jamais arrivé auparavant, malgré des années de pratique d'hypnose. C'est la première fois que quelque chose comme ça se produit. Je suis tellement surpris que je lui dis, mais il est là. Ça m'échappe. Je voulais pas le dire, mais en tant que psy, je voulais pas le dire, mais je le dis, ça me sort, parce qu'il est là. Elle me dit, mais oui, Simon, il est là, je le sens aussi. Il est là près de moi, je le sens, il pose sa main contre mon épaule. Alors moi je le sentais pas, mais elle me dit, mais Simon, ça sent la rose, ça sent la fleur, la rose. Alors moi je le sentais pas non plus. Elle me dit, ça sent le parfum de la rose, et il est là contre moi, je le sens. Moi j'ai pas senti le parfum, j'ai pas senti qu'il la prenait dans ses bras, j'ai senti l'atmosphère qui changeait, et quelque chose dans mon corps qui pétillait. C'était quelque chose de curieux, je sais pas, voilà. Effectivement. J'ai vécu en même temps qu'elle ce phénomène de VSCD. D'accord, tout ça par hypnose. Donc. Mais on n'avait même pas commencé la séance. La séance n'était pas commencée. Non, même pas. D'accord. Et ces séances d'hypnose, vous les commencez par dormez, je le veux, des injonctions habituelles quand on fait une séance d'hypnose, par exemple, dans le cadre d'un suivi de deuil, on va laisser la personne tranquille dans le fauteuil en disant voilà, je vous propose de m'écouter, et on va prendre conscience de l'environnement qu'il y a autour de vous. Vous pouvez entendre le son de ma voix, et tout en écoutant le son de ma voix, vous pouvez laisser vos pensées vagabonder, et puis vous pouvez être attentif à tout ce qui se passe autour de vous et en vous, voilà, tout ça, et on crée un phénomène effectivement de dissociation, ce qu'on appelle, donc on rentre à l'intérieur de soi, on est réceptif à ce qui se passe. Voilà. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je leur fais visualiser le défunt, si le défunt était à côté, sur la chaise d'à côté, voilà, rien que ça déjà, vous pouvez là qui commence à tomber. Est-ce que vous auriez des choses à lui dire, à ce défunt, que vous n'avez pas eu le temps de lui dire? Alors des fois elle parle, la personne, mais très souvent elle ne parle pas. Tout se passe dans leur tête. Alors, je dis, faites-moi un petit signe. On n'ose pas verbaliser. Parce qu'on n'ose pas verbaliser. Ce qu'on n'a pas osé dire à l'autre, on ne peut pas le dire à quelqu'un qui est un inconnu, peut-être. Quand on rentre dans ce phénomène hypnotique, on n'a plus envie de parler. Ah oui, d'accord. On est vraiment dans un état un peu léthargique. Notre cerveau, il est bien présent.
mais on n'a plus la force de parler. Plus vraiment, on n'a plus envie, ça nous embête. Donc on parle dans notre tête. Donc oui, généralement je fais ça, je fais visualiser le défunt, et qu'est-ce que le défunt dirait. Et justement, vu que la personne, comme vous le dites, ne parle pas, bah, elle peut dire tout ce qu'elle a envie de dire dans sa tête, et elle peut recevoir toutes les réponses qu'elle veut dans sa tête. Moi, je n'entends rien. D'accord. Et ça, vous le faites dans le cadre professionnel? Oui, dans le cadre de suivi de... Mais pas en libéral, mais dans une institution? En institution, ouais, je travaille dans une clinique de soins palliatifs, en région parisienne. Oui. Voilà. Donc je travaille avec les patients. Donc c'est plus pour faire de l'hypnoanalgésie avec les patients, pour enlever des douleurs, pour enlever des angoisses. Et puis quand je travaille avec les familles, avec les proches qui ont perdu un patient, bah, ça va plus être justement sur ce deuil. Voilà. Dire des choses qu'on avait envie de dire, ressentir un dernier contact. D'accord, vous n'avez pas un cabinet privé? Non. D'accord. Cabinet privé. Parce que la demande va venir. Et la force communication hypnotique, on n'en est pas loin, là, c'est oui, on la en est tout technique proche. de Jean-Jacques Charbonnier, on est tout proche, on est à la frontière. Oui. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit? La technique de Jean-Jacques Charbonnier, lui, il n'a fait que formaliser finalement ce que des thérapeutes font depuis très longtemps en hypnose. Hein. Donc il fait déjà sa technique? C'est qu'il met des personnes dans un fauteuil, tranquille, il met un bandeau sur les yeux, il met de la musique, et puis après il parle. Alors je crois qu'il fait visualiser les chakras, ce que moi je fais aussi, je fais visualiser des chakras. Et puis comme ça, il fait une prière aussi, de protection. Alors ce qu'on appelle poser les fusibles en hypnose classique. Alors moi je fais pas de prière, mais je dis si jamais je dis quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez le modifier dans votre tête pour que ça soit plus agréable pour vous. Si jamais ma voix ne vous convient pas, je vous propose de la modifier dans votre tête. Elle peut prendre la voix d'une personne que vous avez connue ou que vous connaissez, qui sera plus douce à vos oreilles. Si jamais le téléphone se met à sonner, laissez sonner, je m'en charge. Si jamais quelqu'un vient frapper à ma porte, vous restez dans cet état-là, profitez. Moi je me lèverai, j'irai répondre. Voilà. On pose des fusibles. Voilà. Et si jamais il se passait quelque chose de très grave qui nécessite pleine conscience, effectivement, aussitôt vous reviendrez à cet état de vigilance consciente. Voilà. D'accord. Là, c'est pas 1, 2, 3, vous dormez, non, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus doux. C'est l'hypnose ericksonienne, c'est beaucoup plus doux. D'accord. Donc c'est dormez si vous voulez. Si vous ne voulez pas dormir, ne dormez pas, écoutez-moi. D'accord. Voilà, je vous invite à faire un voyage. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas. D'accord. De toute façon, la personne... D'une manière ou d'une autre... elle vient avec nous. Oui. D'accord. Donc, Jean-Jacques Charbonnier, on revient à Jean-Jacques Charbonnier, sa technique. Au départ, elle est la même, puis après, il envoie les gens... Alors après, il envoie les gens, effectivement, il les fait traverser un tunnel, et puis il dit quelque chose, je crois, comme, votre proche défunt est là, assis sur un banc, allez vous asseoir près de lui. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Alors, est-ce que c'est de la suggestion? Parce que ces détracteurs disent, forcément, ils voient des défunts, parce qu'on leur dit de voir des défunts, parce que vous voulez que ce soit d'autres. Quand on fait de l'hypnose, il faut toujours garder en tête qu'on peut induire des phénomènes hallucinatoires. C'est en ça que la technique hypnotique est intéressante. On crée des hallucinations qui viennent réparer quelque chose, qui viennent expliquer quelque chose. Voilà. Maintenant, le fait est que sous hypnose, une personne est capable d'avoir des contacts, des fois des choses qui nous dépassent un peu. Comme moi, quand je fais une séance d'hypnose par exemple, je ressens ce que ressent la personne. J'ai les mêmes images qui me viennent en tête au même moment, lorsqu'on fait le débrief après. Oui. Il me dit, vous savez, monsieur Gessiaume, il y a ça qui m'est venu en tête comme idée. Je lui dis, mais c'est marrant parce que moi aussi, cette image-là m'est venue en tête alors que ça n'avait aucun rapport avec le sujet auquel on parlait. Donc il y a des phénomènes comme ça curieux qui se passent, de transmission de pensée, d'empathie extrême, parce qu'on ressent ce que l'autre ressent, qui arrive. Alors, effectivement, on peut dire que c'est de la suggestion, et des fois, ça n'en est pas. Il n'y a pas que des retours positifs, il y a des retours où il ne s'est rien passé, quoi. Les gens s'endorment, c'est tout, quoi. On leur dit de se relaxer, ils se relaxent, puis pouf, ils dorment. Et bon, après... Puis il y en a qui voient des choses extraordinaires, hein, des anges, voilà, soit il se passe rien, soit il se passe des choses, mais on sait très bien que c'est de la suggestion hypnotique qui se passe. Et de temps en temps, quand même, à mon niveau en tout cas, il se passe des choses que je ne sais pas expliquer. Donc je pense qu'avec M. Charbonnier, c'est exactement la même chose, sauf qu'il
il y a encore plus de monde que moi, donc effectivement, il va y avoir beaucoup de... Ouais, parce que moi, je reçois des textes, parce que je peux publier tout ce que je veux de ces expériences. Il y en a que je n'oserais pas publier, justement, parce que quelque part, c'est trop. Voilà, quand soudain, on a Jésus d'un côté, la Vierge de l'autre, et puis, Oui. on se dit, attends, t'as peut-être fumé la moquette. Oui. Alors moi, en tant que thérapeute, qu'on voit Jésus à côté, moi, ça me dérange pas en tant que thérapeute. Ouais. Si ça aide la personne à aller mieux, Oui. très bien. Maintenant, de là à dire que c'est vraiment Jésus, bah, j'en mettrai pas ma main à couper. Oui, Hein. c'est peut-être aussi le Jésus qu'on a en soi, Peut-être, qui tout à vient fait. se matérialiser, Ouais. se manifester. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre du thérapeutique. Oui, La personne voit Jésus, voit la Vierge Marie, et ça l'aide. Très bien, moi je suis très content, tout le monde est content. Mhm. Moi, en tant que thérapeute, je suis content parce que le patient va aller beaucoup mieux. Le patient, il est content parce qu'il a eu un contact avec Jésus et que ça l'aide à se sortir d'une problématique. Très bien. Après, aller Non. au-delà, Aller au-delà, voilà, c'est encore une étape au-dessus, c'est Oui. différent. c'est l'interprétation libre de chacun, en Oui, fait. oui. Ouais, Tout à fait. bien sûr. Mais c'est pas pour ça que je vais nier que ces phénomènes-là ne peuvent pas arriver. Ils peuvent arriver ou ne peuvent pas arriver. Ça peut les induire, ça peut les aider. Ouais. Et est-ce qu'il y a une forme de médiumnité qui se développe chez des gens qui sont assidus à ce type de Ah oui, phénomène? indéniablement, je pense que plus on pratique, et plus ça ouvre des portes. Oui, Hein, c'est comme tout, hein. Plus on pratique son art, et plus on va être réceptif. oui, On a eu des tas de témoignages comme ça. Par exemple, Nicolas Fraisse, oui, qui a ce don de pouvoir sortir de son corps pour aller voir ce qui se passe dans une autre pièce, par exemple. Mhm. Donc il s'est entraîné beaucoup à faire ce genre de choses. Et au bout d'un moment, à force de s'entraîner, il a fini par entendre des voix. C'est-à-dire que son don de départ s'est amplifié. Il entendait des voix qui lui disaient un petit peu ce qui se passait dans notre monde, des messages un petit peu philosophiques, Oui. spirituels, Oui. en dehors de simples expériences au début. d'accord. Et je crois qu'il fallait lire ce qu'il y avait dans une enveloppe, il fallait essayer de deviner ce qu'il y avait dans l'enveloppe. On essayait de se déporter sa conscience pour voir ce qu'il y avait. Puis à force de s'entraîner, il a fini par entendre des voix qui lui disaient ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et puis, à force de continuer encore, il entendait des voix qui lui parlaient de choses spirituelles. Oui, alors dans Ça lui a fait très peur d'ailleurs. Ah oui, ça Ouais. fait très peur. Ouais, il voulait tout arrêter. Ouais. Alors la vision dans l'enveloppe, ça c'est Sonia Barcada qui en parle dans son livre, Sonia qui va vous contacter bientôt je pense, et elle dit que c'est pas forcément la meilleure technique parce que ça reste très froid en fait d'aller voir dans une enveloppe, et quand les gens sont appelés par exemple à retourner dans la salle d'attente, où ils étaient avant d'entrer, ils arrivent à avoir davantage de perception des phénomènes qui s'y passent, ou des événements qui s'y passent, que une simple vision très très froide dans un objet posé sur un meuble. Ouais. Voilà. Le vécu, le réel, a plus de chances, une fois qu'on est dans cet état, de manifester des phénomènes. C'est pour ça que c'est compliqué de les étudier, ces phénomènes. compliqué. C'est que ça échappe un peu à la rigueur scientifique. Oui, Oui. bien sûr. Et qu'il y a autre chose qui doit rentrer en jeu. Alors la rigueur scientifique, justement, ça m'amène à la question, comment tout ça est perçu dans votre entourage professionnel? Certains me regardent comme une bête curieuse, mais me laissent tranquille parce que je suis tellement passionné par ce que je fais et je suis tellement convaincu par ce que je fais que finalement, je les embarque un petit peu. Ouais. Donc ils me laissent tranquille. D'autres sont très très intéressés. Et puis finalement, quand je commence à en parler, bah, les gens reviennent me voir après. Quand si j'en parle à un groupe, par exemple, les gens écoutent poliment. Et puis après, ils viennent me voir un par un dans mon bureau en disant « Tu sais ce que tu as dit là, ça m'est arrivé moi aussi. Tu sais ce que tu me racontes là, bah, mon père, il a vécu la même chose. » On n'ose pas en parler souvent. Devant On a tout peur le d'en monde. parler. Oui. La Devant peur du tout le monde, ridicule. Oui. On laisse Simon Gestion passer pour le Oui, doudin. oui, voilà. Moi, ça me dérange pas. Puis c'est toujours bienveillant, mes collègues, voilà, ils sont aussi bienveillants. Bah, souvent, quand on connaît, bon, bah, Ouais. même si on ne partage pas, au moins on respecte. Voilà. Alors, je passe pour un farfelu pour d'autres, mais bon, Ouais, c'est peu un importe. gentil farfelu. Quoi. Oui, gentil farfelu. Voilà. Alors, en conclusion, vous êtes vraiment convaincu qu'il y a une vie après la mort? Encore une fois, j'en mettrai pas ma main à couper. Je vais pas vous dire oui à 100%, On peut se tromper. mais oui, le doute est toujours permis. Mais plus j'avance, plus j'entends des témoignages, plus moi-même je vis des choses dans ma vie, plus je me dis que oui, notre univers est plus large que ce qu'on veut bien croire. Il se passe des choses beaucoup plus importantes que ce que nos yeux sont capables de capter, que nos oreilles sont capables d'entendre, et que si on se donne la peine de travailler un peu là-dessus, eh bien, on est capable de percevoir ces phénomènes. Si on fait de la méditation, par exemple, des séances d'hypnose,
forcément, au bout d'un moment, on peut recevoir des messages, on peut voir quelqu'un, le fantôme de quelqu'un apparaître. Oui, ça j'en suis convaincu parce que je l'ai vécu aussi, donc oui, j'en suis sûr. D'accord. En tous les cas, moi, je suis content de vous avoir rencontré parce que c'est Eh rare ben, de rencontrer un auteur qui a cette délicatesse et puis cette finesse d'esprit. Voilà, merci, écoutez, je le remercie. merci à vous.